J'ai découvert un reçu de bijouterie de 3 000 $ dans le manteau de mon mari. C'est ainsi que j'ai appris qu'il menait une double vie complète depuis 3 ans avec une autre femme. Moi, 30 ans, femme, suis mariée à mon mari, Brock, 35 ans, depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés au mariage de nos amis communs, Mike et Sarah, où il était le témoin et moi une des demoiselles d'honneur. Je me souviens de ce jour clairement. J'aidais Sarah avec sa robe lorsque Brock est entré, cherchant Mike. Il s'est excusé pour l'interruption, mais a fini par rester discuter avec nous pendant presque 1 heure. Il était charmant, accompli et semblait être le parfait gentleman. Il y avait quelque chose dans son attitude confiante mais gentille qui m'a immédiatement attirée. Après le mariage, nous avons commencé à nous croiser plus fréquemment lors des rassemblements de nos amis. Brock faisait toujours un effort pour me parler, et bientôt nous avons commencé à sortir ensemble. Il travaillait comme responsable régional des ventes pour une grande entreprise pharmaceutique, un poste qu'il occupait depuis 5 ans avant notre rencontre. Sa carrière était florissante, et il était fier de son succès. Nous avons fréquenté pendant 2 ans avant de nous marier lors d'une belle cérémonie entourée de nos proches. Les premières années de notre mariage étaient merveilleuses. Nous avons acheté une belle maison dans un quartier agréable, et 2 ans plus tard, nous avons été bénis avec des jumelles, Emma et Sophie. Étant pédiatre moi-même, j'ai pris un congé maternité de 3 mois pour m'occuper de nos jumelles. Pendant cette période, Brock a été incroyablement présent, m'aidant avec les biberons nocturnes et les changements de couches dès qu'il était à la maison. Son travail exigeait des déplacements fréquents dans différentes villes de notre région. Il partait 2 à 3 jours chaque semaine, parfois plus longtemps si des réunions ou conférences importantes avaient lieu. Je n'ai jamais remis en question son emploi du temps, car son travail était bien rémunéré et nous permettait de maintenir un niveau de vie confortable. De plus, dès qu'il était à la maison, il était un père attentionné. Il n'a jamais manqué un récital de danse, un événement scolaire ou un rendez-vous chez le médecin des filles. Le week-end, il jouait avec elles dans le jardin, leur apprenait à faire du vélo ou les aidait avec leurs devoirs. Dans notre relation, Brock était également attentionné. Il se souvenait de nos anniversaires, organisait des soirées surprises et ramenait souvent des petits cadeaux de ses voyages d'affaires. La seule tension dans notre mariage était son absence fréquente, mais je comprenais que cela faisait partie de sa carrière. Moi-même, j'avais un emploi du temps chargé à la clinique pédiatrique, et entre nos carrières et l'éducation des jumelles, la vie était mouvementée mais satisfaisante. Le mois dernier a tout changé. En nettoyant notre bureau à domicile, une tâche que je fais rarement, car c'était principalement l'espace de travail de Brock, j'ai trouvé un reçu de la bijouterie Cartier, glissé dans la poche de son manteau, suspendu à une chaise. Le reçu concernait un collier en diamant d'une valeur de 3 000 $, daté de seulement 2 semaines auparavant. J'étais confuse, car je n'avais reçu aucun bijou récemment et notre anniversaire de mariage était dans 6 mois. Quand Brock est rentré ce soir-là, je lui ai posé une question anodine à propos du reçu. Il a semblé surpris un instant, mais s'est rapidement ressaisi, expliquant que c'était un cadeau d'anniversaire anticipé pour sa mère. Cette explication n'avait aucun sens. L'anniversaire de sa mère était dans 6 mois, et en 8 ans de mariage, je ne l'avais jamais vue porter de bijoux coûteux. C'était une femme pratique, qui préférait les accessoires simples provenant de marchés artisanaux locaux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose dans sa réaction me troublait. Je repensais à de petits changements dans son comportement ces derniers mois. Il protégeait davantage son téléphone, prenait souvent ses appels dans une autre pièce et passait plus de temps dans son bureau avec la porte verrouillée. Il prétendait que c'était à cause de la confidentialité de son travail, et je lui faisais confiance. Alors qu'il dormait, je suis allée dans son bureau et ai ouvert son ordinateur portable professionnel. Je sais que ce n'est pas correct d'accéder à l'ordinateur privé de quelqu'un, mais mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Son courrier électronique était déjà ouvert, et ce que j'ai découvert a fait s'écrouler mon monde. Il y avait des centaines de courriels échangés entre lui et une femme nommée Cathy, remontant à 3 ans. Les courriels contenaient des conversations intimes, des photos d'eux ensemble et des plans détaillés de leur rencontre. Cathy vivait à Sacramento, une des villes que Brock visitait fréquemment pour le travail. Ils se voyaient pendant ses soi-disant voyages d'affaires. En lisant leur correspondance, j'ai ressenti un profond dégoût.
Brock avait créé une vie entièrement parallèle à Sacramento. Il avait loué un appartement de luxe à son nom, où il se retrouvait. Il utilisait son deuxième prénom, James, et avait raconté à tout le monde, y compris à Katy, qu'il était un père divorcé vivant à Seattle avec la garde partagée de ses jumelles. Cela expliquait ses absences hebdomadaires. Il utilisait son véritable travail pour établir une routine qui ne suscitait pas de soupçons, ni chez moi ni chez Katy. Le collier en diamant était un cadeau d'anniversaire pour elle. Il y avait des courriels discutant de combien cela lui plairait. J'ai trouvé des photos d'eux célébrant Noël ensemble pendant une conférence professionnelle, en vacances à Hawaï quand il était soi-disant en formation, et participant à des événements familiaux avec ses proches. Il s'était complètement intégré dans sa vie, rencontrant ses amis, participant à ses réunions familiales et planifiant un avenir avec elle. La découverte la plus dévastatrice est venue vers la fin de ma recherche. Des courriels récents révélaient que Katy était enceinte de 4 mois de son premier enfant. Brock planifiait leur avenir avec enthousiasme, regardant des maisons à Sacramento où ils pourraient enfin vivre ensemble de façon permanente, une fois son arrangement de garde avec son ex-femme, c'est-à-dire moi réglé. Ils échangeaient des idées sur la décoration de la chambre du bébé, des prénoms et leurs projets en tant que futurs parents. J'ai passé toute la nuit à copier chaque courriel, photos et documents sur mon disque personnel. J'ai pris des captures d'écran des relevés bancaires montrant des transferts vers leur compte conjoint et j'ai sauvegardé des copies du bail de l'appartement. Au matin, j'avais compilé un dossier complet de ces mensonges. Après le départ de Brock pour le travail, j'ai trouvé Katy sur les réseaux sociaux et lui ai envoyé un message. Je me suis présentée comme étant l'épouse de Brock et joint notre certificat de mariage, des photos de famille récentes et des clichés de notre vie ensemble. J'ai tout expliqué, que Brock n'était pas divorcé, qu'il vivait avec moi et nos filles à plein temps, et que toute leur relation était basée sur des mensonges. Katy m'a appelé en quelques minutes, en pleurs. Elle n'avait aucune idée que Brock était marié. Dans sa version des faits, elle construisait une vie avec un père divorcé qui prévoyait de s'installer avec elle une fois son arrangement de garde finalisé. Elle m'a partagé plus de détails sur leur relation, des voyages de week-end, des événements familiaux, des projets pour l'avenir. Elle m'a même parlé d'un voyage aux Bahamas qu'ils avaient prévu pour le mois prochain la même semaine où Brock m'avait dit qu'il avait une conférence de vente importante à Chicago. Ce soir-là, après avoir couché les filles, j'ai confronté Brock. J'ai attendu qu'il soit dans son bureau et je suis entrée calmement avec mon ordinateur portable. Au début, il a essayé de tout nier, prétendant que je mal interprétais les choses. Mais quand je lui ai montré les preuves et mentionné ma conversation avec Katy, il est devenu livide. Il ne s'attendait pas à ce que je découvre sa double vie, encore moins que je contacte sa petite amie enceinte. Il s'est effondré, me suppliant de comprendre qu'il m'aimait, ainsi que nos filles, plus que tout. Il prétendait s'être laissé entraîner dans une situation qu'il ne pouvait pas contrôler, affirmant que Katy ne signifiait rien pour lui. Lorsque j'ai abordé le sujet de la grossesse, il est devenu hystérique, promettant de mettre fin immédiatement à sa relation avec elle si je lui donnais une autre chance. Je lui ai dit de faire ses valises et de partir. Je ne supportais plus de le regarder, encore moins l'idée qu'il dorme sous le même toit que nos filles. Avant qu'il ne parte, je lui ai informé que j'avais déjà envoyé toutes les preuves à nos familles respectives. Son visage s'est effondré lorsqu'il a réalisé que la façade soigneusement construite de sa vie était désormais complètement détruite. 3 semaines plus tard, je gère les conséquences. La famille de Brock me met la pression pour lui pardonner, affirmant qu'exposer sa liaison à tout le monde était cruel et inutile. Ils soutiennent que je devrais penser à nos filles et essayer de préserver notre famille. Sa mère a même suggéré que, puisque Katy est enceinte, nous pourrions trouver un arrangement pour le bien de tous les enfants impliqués. Mais comment puis-je pardonner à quelqu'un qui a mené une double vie pendant des années, qui prévoyait d'abandonner sa famille pour sa maîtresse enceinte, et qui a menti non seulement à moi, mais à tout le monde autour de lui? Ai-je tort de refuser de lui donner une autre chance? Mise à jour, la situation est devenue encore plus dévastatrice que je ne l'avais imaginé. Après mon dernier message, Katy m'a de nouveau contacté. Nous sommes en communication régulière, partageant des informations et essayant de comprendre la tromperie de Brock. Lors d'une de nos conversations, elle m'a révélé quelque chose qui m'a glacé le sang. Brock avait utilisé le fonds d'études de nos filles pour financer sa vie avec elles. Lorsque les filles sont nées,
nous avons ouvert un compte d'épargne dédié à leur éducation. Chaque mois, nous y versions une partie de nos salaires pour garantir qu'elles auraient les meilleures opportunités dans le futur. Le compte avait accumulé près de 120 000 $ au cours des 6 dernières années. Brock avait été désigné comme titulaire principal du compte, affirmant avoir plus d'expérience en gestion financière. Selon Cathy, Brock avait retiré près de 50 000 $ de ce compte au cours de l'année écoulée. Il m'avait dit que ces retraits étaient pour des opportunités d'investissement prometteuses qui multiplieraient le fonds universitaire de nos filles. Je lui faisais entièrement confiance, ne remettant jamais en question ses décisions financières, car il avait toujours été bon avec l'argent. Maintenant, je sais qu'il a utilisé cet argent pour financer sa vie secrète, payer le loyer de leur appartement de luxe, acheter des cadeaux coûteux et emmener Cathy en vacances somptueuses. Après avoir appris cela, j'ai immédiatement passé en revue tous nos comptes avec un peigne fin. Ce que j'ai découvert était horrifiant, Brock avait systématiquement vidé nos économies pendant des années. Il avait ouvert plusieurs cartes de crédit à mon nom en utilisant des documents falsifiés, accumulant des milliers de dollars de dettes. Il avait même contracté un prêt personnel de 30 000 $ en utilisant mon numéro de sécurité sociale et des signatures falsifiées. J'ai découvert que le voyage aux Bahamas qu'il avait prévu avec Cathy avait été réservé en utilisant l'une de ses cartes de crédit frauduleuses. Le collier en diamant, leurs escapades de week-end, même les meubles de leur appartement à Sacramento, tout cela avait été payé avec de l'argent volé, un argent qui était destiné à l'avenir de nos filles. J'ai déposé une plainte pour fraude financière et vol d'identité. Mon avocate travaille actuellement à geler tous nos comptes conjoints et à récupérer les fonds que nous pouvons. Elle construit également un dossier pour des poursuites pénales. Les preuves sont accablantes, nous avons des relevés bancaires, des documents falsifiés et même des courriels où Brock discutait de l'utilisation de ces fonds avec Cathy, bien qu'elle croyait que cet argent lui appartenait légitimement. Hier, la situation s'est encore aggravée lorsque la mère de Brock s'est présentée sans prévenir chez moi. J'étais déjà en train de vivre une journée difficile, jonglant avec les questions des filles sur l'absence de leur père et essayant de programmer des rendez-vous avec des conseillers financiers. La dernière chose dont j'avais besoin était son intervention moralisatrice. Au lieu de s'excuser pour les actions de son fils ou d'offrir un soutien à ses petites filles, elle a commencé à me blâmer pour la situation. Elle a affirmé que ma carrière exigeante de pédiatre avait éloigné Brock. Selon elle, parce que je travaillais de longues heures et avais parfois des appels d'urgence, je ne lui avais pas accordé l'attention qu'il méritait. Elle a même suggéré que mon manque d'attention l'avait poussé à chercher du réconfort ailleurs. Mais la partie la plus scandaleuse est survenue lorsqu'elle a évoqué la grossesse de Cathy. Elle a eu l'audace de suggérer que, puisque je gagnais un bon salaire, elle a suggéré que je devrais aider Brock à payer une pension alimentaire pour Cathy. Selon son raisonnement, si je ne m'étais pas autant concentrée sur ma carrière, Brock n'aurait pas été infidèle et, par conséquent, j'étais en partie responsable de la situation. Elle est même allée jusqu'à insinuer que mon égoïsme en exposant l'affaire pourrait nuire à la grossesse de Cathy à cause du stress. J'ai complètement perdu mon calme. Je lui ai montré les relevés bancaires prouvant que j'avais été la principale source de revenus de notre foyer pendant des années, tandis que son précieux fils volait ses propres enfants pour financer sa double vie. Je lui ai parlé des prêts frauduleux et des cartes de crédit falsifiées. Je lui ai montré des preuves de la manière dont Brock avait planifié de nous abandonner pour sa nouvelle famille à Sacramento. Elle est partie en larmes, mais pas avant de me mettre en garde, affirmant que je regretterais d'avoir détruit la famille et privé mes filles de leur père. Depuis, les proches de Brock ont lancé une campagne de diffamation contre moi. Ils répandent des rumeurs dans notre cercle social, affirmant que j'ai été émotionnellement abusive et contrôlante tout au long de notre mariage. Ils prétendent que je traçais les déplacements de Brock, que je vérifiais régulièrement son téléphone et que je limitais son accès à notre argent, ce qui, selon eux, l'a forcé à chercher la liberté avec Cathy. Ils peignent son infidélité comme une belle histoire d'amour que j'aurais malicieusement exposée par méchanceté et jalousie. Seule ma famille proche et mes amis les plus proches connaissent toute la vérité. Ils sont furieux à propos de ces accusations, mais je leur ai demandé de ne pas répondre aux rumeurs. Je veux concentrer mon énergie sur la protection de mes filles et sur la sécurisation de notre avenir financier, plutôt que de mener une guerre sur les réseaux sociaux contre les complices de Brock. Le plus difficile dans tout cela est de voir mes filles souffrir. Emma et Sophie n'ont que 6 ans,
trop jeune pour comprendre la complexité des relations d'adultes, mais assez grande pour ressentir la douleur de l'absence de leur père. Elles n'arrêtent pas de demander quand leur papa va rentrer à la maison, pourquoi il ne les appelle plus et s'il les aime toujours. Brock n'a fait aucun effort pour les voir depuis que je l'ai mis dehors. Il est trop occupé par la grossesse de Cathy et a essayé de contrôler les dégâts pour sa réputation. J'essaie de maintenir leur routine et de leur offrir de la stabilité, mais certains jours, cela semble impossible. Hier soir, Sophie s'est endormie en pleurant, serrant contre elle une photo de Brock, et Emma a commencé à faire des cauchemars. La psychologue pour enfants dit que c'est un comportement normal pour leur âge, mais cela me brise le cœur de les voir souffrir à cause de l'égoïsme de leur père. Je documente tout, les mensonges, la fraude financière, les tentatives de manipulation de sa famille. En vue de la procédure de divorce à venir, mon avocate affirme que nous avons un dossier solide pour obtenir la garde exclusive, étant donné le schéma de tromperie et d'abus financiers de Brock. Mais pour l'instant, j'essaie de prendre les choses un jour à la fois, en me concentrant sur la protection de mes filles et la reconstruction de ce que Brock a détruit. Mise à jour 2. Alors que je pensais avoir découvert tous les mensonges de Brock, des informations encore plus choquantes ont émergé. La semaine dernière, j'ai reçu un message inattendu de Maria, la cousine de Cathy. Elle avait fait des recherches après les événements et a découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Brock avait déjà fait cela auparavant. Maria, qui travaille comme assistante juridique, a accès à diverses bases de données de documents publics. Elle a trouvé des documents judiciaires montrant que Brock avait été marié auparavant à Seattle pendant 4 ans avant de me rencontrer. Sa première épouse, Alexandra, avait demandé le divorce après avoir découvert ses liaisons avec plusieurs femmes. Le schéma était identique, voyage d'affaires dans différentes villes, relations secrètes et tromperies financières. Les archives judiciaires révèlent que Brock avait été condamné à payer des restitutions importantes à Alexandra pour les fonds qu'il avait détournés de leur compte conjoint. Il avait utilisé les mêmes tactiques, documents falsifiés, prêts non autorisés et cartes de crédit cachées. Tout comme avec le fonds universitaire de nos filles, il avait vidé leurs économies communes pour entretenir ces diverses relations. Maria a partagé d'anciens articles de journaux locaux de Seattle sur le divorce. Alexandra avait essayé d'avertir les autres du comportement de Brock via les réseaux sociaux et les forums communautaires locaux. Cependant, la famille de Brock avait engagé des avocats coûteux pour menacer de poursuites judiciaires quiconque partageait des informations sur l'affaire. Ils avaient réussi à faire retirer la plupart des publications, réduisant Alexandra au silence. Cette révélation explique tant de choses. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Brock m'avait dit qu'il avait déménagé dans notre ville depuis Seattle pour une opportunité de carrière. Il n'avait jamais mentionné y avoir vécu avec une épouse. Sa famille, qu'il avait toujours présenté comme le fils parfait n'ayant jamais eu de relation sérieuse avant moi, devait forcément être au courant de son premier mariage. Il l'avait aidé à le cacher et avait regardé en silence tandis qu'il m'épousait sous de faux prétextes. J'ai partagé toutes ces informations avec mon avocate, qui affirme que cela renforce considérablement notre dossier. Les preuves des comportements répétitifs de Brock aideront non seulement dans la procédure de divorce, mais aussi pour les accusations criminelles de fraude financière. Nous avons également découvert d'autres transactions non autorisées. Brock avait vendu mes bijoux et des cadeaux précieux offerts par mes parents, prétendant qu'ils avaient été perdus ou volés. Grâce à Maria, j'ai pu entrer en contact avec Alexandra. Elle était d'abord réticente à parler, craignant des répercussions juridiques de la part de la famille de Brock. Mais après avoir entendu mon histoire, elle a accepté de partager son expérience. Les similitudes sont troublantes. Brock avait utilisé les mêmes mensonges, les mêmes tactiques de manipulation, et les mêmes excuses lorsqu'il était découvert. Alexandra avait également dû faire face à la famille de Brock, qui la blâmait, répandait des rumeurs sur son prétendu comportement contrôlant et instable. Pendant ce temps, Cathy a décidé de retourner dans sa ville natale, en Oregon. Ses parents, qui y possèdent une petite entreprise, se sont proposés de l'aider à élever le bébé. Elle entame une procédure pour obtenir la garde exclusive et ne veut plus rien avoir à faire avec Brock. Le stress de la découverte de sa véritable nature a gravement affecté sa santé, et son médecin lui a conseillé d'éviter tout contact inutile avec lui. Cathy a été d'une aide incroyable, continuant à fournir des preuves et des documents à mon avocate.
Elle a trouvé d'anciens courriels où Brock discutait de la vente de mes bijoux, prouvant qu'il avait sciemment volé et vendu mes biens. Elle possédait également des enregistrements d'appels téléphoniques où Brock promettait de quitter sa femme exécrable, c'est-à-dire moi, pour s'installer à Sacramento, démontrant son intention d'abandonner notre famille. Le développement le plus significatif, le tournant, est survenu lorsque la famille de Brock a finalement cessé de le défendre. Après que j'ai confronté sa mère avec les preuves de son premier mariage et les dossiers judiciaires montrant son historique de fraude, elle s'est effondrée. Elle a admis que la famille connaissait Alexandra, mais qu'il s'était convaincu que Brock avait changé. Il l'avait aidé à cacher son passé, car il croyait qu'il méritait un nouveau départ. Sa mère a tenté de s'excuser, affirmant qu'il n'avait jamais pensé qu'il répéterait les mêmes schémas avec moi. Mais je ne pouvais pas accepter ces excuses. Ils m'ont regardée tomber amoureuse de lui, l'épouser et avoir des enfants avec lui, tout en connaissant son passé de tromperie et de fraude. Ils sont restés silencieux pendant qu'il me volait et planifiaient d'abandonner nos filles, tout comme ils étaient restés silencieux lorsqu'il avait fait la même chose à Alexandra. L'enquête policière sur la fraude financière progresse. Ils ont trouvé des preuves que Brock vendait des objets volés via divers sites de vente en ligne. Il fait également l'objet d'une enquête pour fraude à l'assurance concernant certains de mes bijoux prétendument perdus. Sa vie professionnelle est également en train de s'effondrer. Son entreprise l'a suspendu après avoir appris l'existence de l'enquête criminelle. À travers tout cela, je reste concentré sur la protection de mes filles et sur la reconstruction de notre avenir. Je refuse de laisser les actions de Brock définir nos vies. Mes filles méritent un avenir sécurisé et heureux, loin des mensonges et des manipulations. Mes filles restent ma priorité absolue. Elles posent encore des questions sur leur père, mais de moins en moins fréquemment. J'ai commencé à les emmener voir une psychologue spécialisée dans l'abandon parental. C'est coûteux, mais voir leur progrès et leur guérison progressive vaut chaque centime. Mise à jour 3. Le divorce est presque finalisé, et la décision du juge a dépassé nos attentes. Après avoir examiné les preuves des schémas de tromperie, de fraude financière et d'abandon de Brock, le juge m'a accordé la garde exclusive de nos filles. Les droits de visite de Brock sont limités à 2 visites supervisées par mois, à condition qu'il complète une évaluation psychiatrique et un cours sur la responsabilité financière. Compte tenu de son comportement actuel, je doute qu'il remplisse ces exigences. Le règlement financier a été conséquent. Brock est tenu de rembourser chaque centime qu'il a volé, y compris l'argent du fonds universitaire de nos filles, avec des intérêts. Le juge a également ordonné qu'il me verse une compensation supplémentaire pour les dommages émotionnels et les frais juridiques. Sa tentative de revendiquer une partie de l'héritage de ma grand-mère a été rejetée d'emblée lorsque nous avons prouvé qu'il avait falsifié des documents pour accéder à ces fonds. Cathy a accouché le mois dernier d'un petit garçon en bonne santé qu'elle a nommé Lucas. Elle se porte bien en Oregon, et le soutien de ses parents a été inestimable pendant cette période difficile. Elle a commencé à suivre des cours en ligne pour terminer son diplôme en éducation de la petite enfance, déterminée à bâtir un avenir stable pour son fils. Malgré notre lien inhabituel, nous avons maintenu le contact et développé une amitié inattendue. Elle m'envoie des nouvelles de Lucas et de sa nouvelle vie, et je suis sincèrement heureuse qu'elle ait trouvé la paix, loin du chaos de Brock. À ma grande surprise, elle a rencontré quelqu'un de nouveau, un enseignant local qui connaît toute son histoire et accepte sa situation. Il s'est montré merveilleusement soutenant envers elle et Lucas. C'est réconfortant de la voir reconstruire sa vie après tout ce que Brock lui a fait subir. Elle continue également d'aider dans l'enquête criminelle en cours sur les crimes financiers de Brock, en fournissant des preuves supplémentaires à mesure qu'elle les découvre. Alexandra, la première épouse de Brock, est devenue une source de soutien inattendue. Après notre premier contact via Maria, elle m'a aidé à naviguer dans le système juridique et à partager des perspectives issues de sa propre expérience avec les tactiques de manipulation de Brock. Elle est maintenant heureuse en remariage et vit en Californie, mais le traumatisme de son mariage avec Brock a laissé des séquelles durables sur sa vie. Elle a dû reconstruire son crédit et sa stabilité financière à partir de zéro, tout comme je le fais maintenant. J'ai complètement coupé les ponts avec la famille de Brock. Leur récente tentative de réconciliation semble creuse après avoir appris ils ont sciemment laissé Brock tromper une autre femme après Alexandra.
Sa mère essaie encore occasionnellement de me contacter par l'intermédiaire d'amis communs, affirmant qu'elle souhaite maintenir une relation avec ses petites filles. Mais je ne peux pas faire confiance à des personnes qui ont permis son comportement, non pas une, mais 2 fois. Emma et Sophie s'adaptent mieux que ce à quoi je m'attendais. La thérapie les aide à gérer leurs émotions face à l'absence de leur père. Elles ont encore des journées difficiles, surtout lorsqu'elles voient leurs amis avec leur père, mais elles font preuve d'une résilience remarquable. Leurs notes se sont améliorées, et elles commencent à se faire de nouveaux amis à l'école. La psychologue pour enfants affirme que leurs progrès sont exceptionnels, compte tenu des circonstances. Brock n'a fait aucun effort réel pour voir les filles depuis que l'ordre de visite supervisée a été mis en place. Il a annulé la première visite prévue, invoquant des engagements professionnels, et n'a pas essayé de la reprogrammer. Ces paiements de pension alimentaire pour nos filles et pour Lucas sont déjà en retard, ce qui entraîne des procédures judiciaires supplémentaires. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait chez un ami après avoir perdu son emploi et son appartement. Quant à moi, je me concentre sur la reconstruction de nos vies. J'ai vendu notre maison, trop de souvenirs douloureux, et acheté une maison plus petite mais plus chaleureuse, près de mes parents. J'ai repris mon travail à temps plein à la clinique pédiatrique, et mes collègues ont été incroyablement solidaires. Les filles adorent leur nouvelle école, et nous développons lentement de nouvelles routines et traditions en tant que famille de 3. Parfois, je me surprends à me demander comment j'ai pu manquer les signes, comment j'ai pu être trompée si longtemps. Mais je me rappelle alors que Brock n'a pas seulement trompé moi, il a trompé tout le monde autour de lui. C'est un manipulateur habile qui a eu des années pour perfectionner ses mensonges. La meilleure revanche n'est pas de rester prisonnière du passé, mais d'avancer et de créer une vie meilleure pour mes filles et pour moi-même. Et c'est exactement ce que nous faisons, un jour à la fois.